Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, très bien. Alors, tu as la parole, docteur Arous, donc pour présider ce webinaire avec Cooper. Tu as la parole. D'accord, c'est là. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer ce webinaire en collaboration avec le laboratoire Cooper, qu'on remercie pour leur soutien dans la formation continue. Donc, je pense, Madame Bell, on va commencer par un petit mot. Donc, le laboratoire Cooper, je ne sais pas s'ils sont présents pour… Ben, je vois leur présentation. Oui, je pense qu'on va commencer par eux en premier, après on va passer au cours. D'accord, allez, on y va. Nous sommes avec vous. Bonsoir, professeur. Bonsoir tout le monde. C'est Madame Niès Cooper Pharma. Merci pour votre invitation. Allez-y, Madame Niès. Donc, on donne la parole à M. Amil Fedou, notre chef de produit, pour présenter. On entend très mal. Il y a un problème au niveau du son. Est-ce que vous m'entendez? Un peu mieux maintenant. Oui, c'est Oui, bon. bonjour tout le monde, bonsoir. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour l'invitation, de nous donner l'opportunité de passer ce petit moment avec vous. C'est un grand plaisir, c'est un honneur. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un produit, je pense que vous connaissez déjà très, très bien, qui s'appelle Extramag. Alors, c'est un produit… alors, avant de vous parler en détail du produit, juste vous raconter une anecdote. C'est que Cooper a été l'un des premiers laboratoires au Maroc à lancer des magnésiums il y a plusieurs années. On avait lancé à l'époque Mag2, Maximag et d'autres magnésiums. Et il y a quelques années, on avait une réunion de médecins partenaires qui nous demandaient, qui nous faisaient un retour des produits dont ils avaient besoin pour leur prescription du quotidien. Et ce qui revenait assez souvent, c'est qu'ils avaient besoin d'un bon magnésium de qualité, certifié par un laboratoire pharmaceutique, parce que la plupart des magnésiums sont commercialisés par des boîtes de promotion. Donc, on leur a proposé plusieurs formules à l'époque, donc c'était en 2016, mais on a mis beaucoup de temps, on a mis 2 ans à élaborer Extramag. Et quand on avait proposé cette formule d'Extramag à ce board de médecins, ils nous avaient dit ce produit est vraiment extra. Et c'est à partir de là qu'est venu le nom Extramag, parce qu'effectivement, on a un produit qui est très différent de ce qui existe sur le marché. Et je sais que vous avez beaucoup de magnésium. Et celui-là, c'est une extra révolution pour différentes raisons que je vais vous présenter. Alors, juste pour avancer, est-ce que vous arrivez à voir la diapositive suivante? Non. Non. Il faut défiler avec la main. Enfin. Voilà, juste vous parler rapidement du rôle du magnésium. Le magnésium, c'est un sel minéral qui participe à plus de 300 réactions métaboliques. Donc, ça, vous le savez beaucoup mieux que moi. C'est juste pour vraiment insister sur l'importance du magnésium sur notre santé. Il a plusieurs rôles. Les plus importants, on les connaît, c'est sur le rôle neuromusculaire. Donc, il participe à la libération de sérotonine au niveau des neurones. Il a aussi un rôle complémentaire avec le calcium. Une fuite de magnésium entraîne dans les cellules, notamment les cellules musculaires, l'entrée de calcium. Donc, ce qui crée notamment des contractions musculaires à l'origine des crampes, mais aussi des tachycardies, puisque le cœur est également un muscle. Et vous avez aussi le magnésium qui intervient dans tout le cycle de Krebs pour la libération d'énergie. Donc, forcément, s'il y a un manque de magnésium, donc on est stressé, on est fatigué, on est tendu, on a de la tachycardie, de la fatigue. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Donc, au niveau stimulation neuromusculaire, donc les muscles striés sont atteints, donc beaucoup de contractions. Les muscles lisses comme l'intestin, forcément, quand on a un manque de magnésium, donc du stress, on sent ces douleurs au niveau intestinal. Au niveau du muscle cardiaque, ce qui vous concerne un petit peu plus, donc forcément une tachycardie.
mais aussi au niveau des os, on le sait un petit peu moins, comme justement il y a cette réaction avec le calcium, donc fuite de calcium pour compenser la perte de magnésium, d'où risque d'ostéoporose par le manque de magnésium. Les messages, stockage de libération, donc notamment les neurotransmetteurs, d'où le stress et l'anxiété, et également catalyseur donc pour la production notamment d'ATP. Manque de magnésium va entraîner forcément donc une fatigue. Et les pathologies qui cachent finalement un stress ou un manque de magnésium, on le voit très souvent au cabinet. Parmi les choses qui reviennent le plus souvent, c'est le flot cardiaque. Donc, c'est ces personnes qui viennent chez vous avec des pathologies, avec plutôt un diagnostic normal, des jeunes qui sont plutôt en bonne forme et qui ont l'impression d'avoir des palpitations, voilà, qui se sentent avec des tachycardies. Donc, finalement, c'est souvent juste un manque de magnésium. Il peut y avoir donc l'expression des crampes, donc des fortes crampes qui peuvent aussi faire penser à un manque de magnésium. La paupière qui tremble, ça aussi, c'est un des signes précurseurs. Toutes les maladies dermatologiques qui peuvent être provoquées par le stress, comme le psoriasis, l'eczéma ou n'importe quel prurite. Je vous ai dit les maladies osseuses, notamment l'ostéoporose, et bien sûr tout ce qui est stress, anxiété, ça, il faut forcément penser systématiquement au magnésium. Le besoin en général de magnésium, c'est 6 mg par kilo par jour. L'alimentation nous apporte 4 mg par kilo par jour. Donc, le besoin, même si on mange correctement et bien équilibré, il nous faut un apport complémentaire de 2 mg par kilo par jour minimum. Donc, ça, donc, par exemple, pour une femme entre 19 et 30 ans, en général, elle a besoin de 310 mg de magnésium par jour, un homme autour de 400 mg. Et en fonction aussi de l'âge et de certains paramètres, si une femme est enceinte, si c'est un adolescent, donc il peut y avoir des besoins un peu plus importants. L'apport de magnésium peut se faire de deux manières, soit à travers l'alimentation, soit à travers la magnésiothérapie. Alors, on avait fait un sondage il y a quelques temps en demandant pourquoi vous ne faites pas de cure de magnésium. On avait demandé aux Marocains, parce que 75% des gens ne font pas de cure de magnésium régulière et 75% des gens sont en déficit en magnésium. Et la réponse, c'était simplement parce que je mange bien. J'ai une alimentation qui est bonne, donc je n'ai pas forcément besoin de cure régulière en magnésium. Or, l'alimentation aujourd'hui, même si elle est riche en magnésium, on sait que les bananes, par exemple, sont riches en magnésium, le chocolat noir est riche en magnésium, ou encore les amandes, le louz, sont également riches en magnésium, mais il faut, pour apporter notre besoin en magnésium quotidien, en moyenne 300 mg, il faut 9 bananes. 9 bananes pour apporter ces 300 mg, ce qui est énorme. Donc, ça fait 810 calories. Donc, il faut vraiment être motivé et adorer les bananes. Pour le chocolat noir, c'est 6 tablettes de chocolat. Il faut apporter 6 tablettes de chocolat pour répondre à notre besoin de 300 mg. Et pour les amandes, il faut un gros sachet d'amandes pour avoir ces 300 mg. Donc, l'alimentation, c'est bien, mais c'est souvent pas suffisant pour combler notre besoin en magnésium. Donc, l'autre solution, c'est la complémentation des compléments alimentaires. Alors, le problème pour ces produits, c'est que le magnésium, très souvent, quand il est apporté en forte dose, donc 300 mg en un coup, l'absorption est moins bonne. Plus on apporte des fortes teneurs en magnésium, moins il est absorbé. Donc, c'est ce que montre ce graphe. Donc, en général, la solution, c'est de faire des prises fractionnées. D'ailleurs, à l'époque, nous, quand on commercialisait Maximag ou Mag 2, c'était des ampoules. À peu près 3 ampoules par jour. Votre micro, s'il vous plaît. Cette absorption. Ça, c'était à l'époque avec les médicaments. Donc, c'est 3 à 4 ampoules par jour. Le problème, c'est l'observance du traitement. Les patients donc, ne le prenaient pas, prenaient quelques jours et après arrêtaient. Ce qui est venu après, c'est les compléments alimentaires avec la monoprise, donc une prise par jour. Mais le problème de la monoprise, c'est justement, comme vous amenez 300 mg d'un coup à votre organisme, il y a un risque de malabsorption, donc d'une mauvaise efficacité, surtout d'effets indésirables, comme des effets indésirables gastro-intestinaux. Certains vont vous dire, ça me fait un effet laxatif, ça me fait mal au ventre, j'ai du mal à le prendre. Donc, à partir de là, donc on s'est dit quel est le magnésium justement le plus adapté? Est-ce que c'est la prise fractionnée ou est-ce que c'est la monoprise pour avoir une observance optimale en termes d'absorption de magnésium?
Et c'est là où donc, Extramag est une révolution au niveau du magnésium. C'est que déjà, de par ses ingrédients, Extramag dispose d'ingrédients extra qui sont très différents de ce qui existe sur le marché. On a un magnésium marin de très grande qualité qui est d'origine de la mer Morte. C'est une mer qui est très riche en minéraux, beaucoup plus riche en minéraux que n'importe quelle autre mer, et qui est souvent source de recherche sur la santé. Il y a la verveine, Louisa, qu'on connaît tous pour ses bienfaits relaxantes, et la vitamine B6, qui, avec 100% des apports journaliers recommandés, qui permet une très bonne absorption du magnésium, une meilleure absorption du magnésium. Donc déjà, la formule est très différente d'un simple magnésium normal qu'on trouve sur le marché qui peut être associé à la vitamine B6, mais on trouve en plus cette verveine pour plus d'efficacité. Alors là, juste une slide sur la mer Morte, donc, qui se trouve près de la Jordanie. Donc on voit que c'est une mer qui est très riche en minéraux et 10 fois plus riche en substances minérales que l'eau des autres mers. Donc on voit par exemple cette photo de ce monsieur qui flotte parce que justement, elle est très riche en sel. La verveine, on la connaît, donc Louisa, ça, je vous en parle rapidement, c'est idéal en cas de fatigue, d'anxiété. On l'utilise de façon générale, un petit verre de Louisa, qu'est-ce que dit Louisa avant de dormir. Voilà, ça aide à l'endormissement, ça nous permet de nous libérer, d'être beaucoup plus de facilité dans l'endormissement avant d'aller se coucher. Donc, on a cette formule extra. Et on a en plus, et ça c'est vraiment la révolution, c'est que c'est une technologie extra, c'est vraiment une technologie nouvelle, ce comprimé tricouche. On voit le comprimé, vraiment si vous ouvrez la boîte, vous voyez bien ces 3 couches bien distinctes. La première couche est constituée de magnésium marin, 100 mg de magnésium marin plus de la vitamine B6. La deuxième couche est constituée de 100 mg de magnésium marin et la troisième couche de 100 mg de magnésium marin plus la verveine. Et la spécificité, c'est que Extramag, vous le prenez le matin. Donc le matin, ce n'est pas le magnésium, c'est le magnésium du matin. Ce n'est pas le magnésium, on le dit souvent, c'est le magnésium d'Yel Sbah, donc on le prend le matin. Et comment ça se passe? La première couche est libérée le matin à base de magnésium et de vitamine B6. Donc c'est comme si vous prenez 100 mg. Ensuite, la deuxième couche est libérée à midi avec 100 mg de magnésium donc à midi. Et le soir, vous avez 100 mg de magnésium plus la verveine qui est libérée pour favoriser le coucher. Donc, quand vous prenez un comprimé d'Extramag, c'est comme si vous prenez des prises fractionnées de 100 mg, 100 mg, 100 mg de magnésium plus un comprimé de verveine ou un verre de verveine avant de dormir. Donc, vous avez vraiment une efficacité parce que vous avez vraiment tout le magnésium qui est bien absorbé au niveau intestinal. Vous avez une sécurité. Le fait qu'il soit bien absorbé, vous avez forcément moins d'effets indésirables, donc de type gastro-intestinal. Donc, vous avez à la fois un produit qui est efficace et sûr pour vos patients. Enfin, Extramag, donc parmi, donc je vous ai dit des ingrédients nouveaux, différents, donc magnésium marin, verveine, magnésium marin de la mer Morte, verveine et vitamine B6. Je vous ai dit une technologie, une chronotechnologie, donc une libération au fur et à mesure du comprimé quand vous le prenez le matin, et un prix qui est aussi intéressant parce que vous avez une boîte de 30 à 95 dirhams, et la boîte de 30, ça vous fait 3 dirhams par jour, donc en termes de coût quotidien pour Extramag. Voilà, donc je vous ai tout dit sur Extramag. Je pense que vous connaissez déjà pas mal. Je vous écoute si vous avez n'importe quelle question. Merci beaucoup, monsieur Hajji, pour cette présentation, donc très intéressante. Et au nom de la CIR, on remercie le laboratoire Cooper d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir participé à la formation continue. On utilise beaucoup en cardiologie le magnésium, donc c'est bien d'avoir un magnésium qui se donne le matin. Donc voilà, si vous avez des questions, sinon je passe la parole à Madame Appel. À mon tour de vous remercier. Merci beaucoup. C'est Hajji, c'est ça? Oui, c'est grand plaisir. Oui. Donc, c'est vrai que vos délégués nous les présentent et effectivement, moi, personnellement, je connaissais ces 3 couches. Ils insistent beaucoup. Donc, le message est bien transmis déjà au service, mais c'est bien de le faire et de le montrer encore plus pour la communauté de cardiologie. Et comme a dit le professeur Arous, effectivement, le magnésium, donc on a la main facile pour les
le prescrire. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de questions, s'il n'y a pas de questions dans l'audience pour Monsieur Hjoui, avant de passer à la présentation du service. Et moi, je vous Bon. remercie. Je vous remercie énormément. C'est un plaisir d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et je vous remercie également de votre confiance parce que je sais effectivement, je sais que vous connaissez bien ce produit et tabarakallah, alhamdoulilah, il est très bien prescrit par votre service. Donc merci. Merci à votre confiance et pour votre écoute. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. OK. Allez, continue, c'est Arous. Donc, on va enchaîner avec le cours. Donc, on attend de partager l'écran. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir, Kalim. Donc, vous savez, est-ce que la présentation elle est bien visible sur l'écran? Oui, et ça défile, donc c'est bon. Ça marche, merci. Ta caméra, c'est Monower pour que c'est un Ah, mais webinaire. elle ne marche pas. Ouais, c'est un webinaire. Normalement, il faut être visible. Yalla, vas-y. Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui intitulé « Prise en charge du post-IDR ». Donc, nous allons établir ce cours en se basant sur les principales recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2017, 2018, de 2019 et une partie de 2021 concernant la prise en charge du malade coronarien. Pour ceci, nous allons adopter le plan suivant. Nous allons d'abord définir le post-IDM, citer l'importance de cette pathologie, expliquer la physiopathologie, détailler par la suite la prise en charge du post-IDM non seulement à sa phase aiguë, mais aussi à sa phase chronique, pour enfin illustrer cette présentation par un cas clinique avant de conclure par les principaux messages clés de ce cours. On parle de post-IDM ou bien infarctus qui est vu tardivement, ou bien, selon les sociétés savantes qui préfèrent l'appeler IDM hors délai, lorsqu'il est pris en charge plus de 12 heures après le début de la douleur. En effet, il débute dès que la phase de reperfusion précoce est dépassée. Ce délai de 12 heures, qui reste dans la définition du post-IDM, est issu des études conduites sur la thrombolyse dans l'infarctus du myocarde, qui ont montré qu'au-delà de cette durée, on n'aura plus de bénéfices en termes de réduction de mortalité. Pourquoi le post-IDM? Il n'y a aucune raison de ne pas parler du post-IDM. Je cite ici la gravité de cette pathologie tant à la phase aiguë qu'à distance, avec un nombre quand même important, 80 000 IDM par an, avec un équivalent d'un décès par heure selon les statistiques de la Société française. On note ainsi une prédominance masculine avant 60 ans. Pardon. Et féminine après 75 ans. Bien que des progrès significatifs ont été faits ces dernières années, un nombre important de patients après un ST+ se présente encore tardivement, surtout dans notre contexte. Cette proportion est comprise entre 8 et 40%. Lors de réalisation de ce cours, j'ai bien voulu savoir qui est cette population qui se présente très tard à l'hôpital. On note alors que le sujet diabétique, à cause du seuil de douleur qui est élevé, vient en premier, ensuite le sujet âgé pour une raison d'accessibilité, et la femme, bien entendu, par son tableau clinique atypique, retarde l'orientation de cette dernière au médecin cardiologue pour une prise en charge qui est optimale. Ceci a été confirmé dans deux études. La première, publiée sur l'American Journal of Cardiology par Robert et son équipe, et la deuxième, sur le journal Circulation, confirmant aussi cela. Dans notre contexte, le facteur de retard le plus fréquent est l'organisation des soins, puisque le malade passe par plusieurs structures privées ou publiques avant d'atterrir au CHU. N'oublions pas les conditions socio-économiques qui jouent un rôle important dans ce retard de prise en charge. Pour le rappel physiopathologique, je vais vous résumer cela sur une seule plaque. Alors, comme vous savez tous, les principaux facteurs qui déclenchent la rupture de la plaque sont l'inflammation, le large noyau lipidique, surtout que lorsque ce dernier dépasse 40% de la taille de la plaque, comme le démontre cette étude publiée en 2015 par Davis et son équipe sur le Heart Journal, et finalement, l'amincissement de la chape fibreuse avec un diamètre qui a été fixé strictement inférieur à 65 micromètres, confirmé sur l'étude publiée dans l'American Heart Journal.
Tout cela conduit à la rupture de la plaque et met en contact les éléments du noyau lipidique qui sont hautement thrombogènes avec le sang, formant ainsi un thrombus oblitérant la lumière artérielle. Sans oublier bien sûr le spasme coronaire qui vient aggraver ce tableau en diminuant la lumière artérielle. Il faut savoir que les études expérimentales qui ont montré que l'occlusion brutale d'une artère coronaire est suivie de modifications physiologiques en cascade. La première étant métabolique qui commence dans les secondes suivant l'arrêt de la circulation coronaire. Ainsi, le myocarde passe du métabolisme aérobie mitochondrial à la glycolyse anaérobie en 8 secondes seulement. Donc, après 20 minutes d'occlusion, ce territoire subira un front de nécrose des couches sous-endocardiques vers les couches sous-épicardiques. On aura par la suite une augmentation des pressions de remplissage avec une diminution de la contractilité myocardique dans le territoire concerné, bien sûr. Juste après, l'élévation du segment ST et finalement la douleur infarctoïde ressentie par le malade qui passe en dernier. Nous allons entamer maintenant la prise en charge du post-IDM non compliqué dans sa phase aiguë. Selon les lignes directrices de la Société européenne de cardiologie, après H12 de la douleur thoracique, en cas de sus-décalage persistant du segment ST, si le malade est asymptomatique, l'angioplastie primaire doit être considérée avec une classe 2A et un niveau de preuve B, tandis qu'elle n'est pas recommandée au-delà de 48 heures. Par contre, si le malade est toujours symptomatique, ou bien il modifie, enfin il est instable, l'angioplastie primaire est recommandée avec une classe 1 et un niveau de preuve C au-delà de la 12e heure. Toujours dans ce sens, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'intérêt d'ouvrir l'artère coupable au-delà de la 12e heure? Pour citer les principales études, on retiendra l'essai BRAVE2 qui a randomisé 365 patients présentant un syndrome coronaire aigu, avec un sus-décalage du segment ST admis entre 12 et 48 heures après le début de septembre. Le premier groupe a reçu un traitement médical seul et le deuxième a bénéficié d'un traitement médical plus une coronographie avec angioplastie du vaisseau coupable. Cet essai a d'abord montré une taille de nécrose évaluée en scintigraphie 5 à 10 jours après l'admission, significativement réduite dans le bras angioplastie comparativement au bras traitement médical. Cet essai a également démontré une mortalité diminuée de 45% à 4 ans du syndrome coronaire initial dans le bras angioplastie. Cette étude allemande, publiée dans l'ESC, montre que les patients atteints d'un IDM se présentant tardivement après le début de l'ischémie, la reperfusion mécanique entraîne un sauvetage myocardique considérable. Pour cette raison, les auteurs préconisent fortement l'angioplastie primaire chez les patients qui se présentent après le délai précoce de revascularisation. Eugène Braunwald et son équipe ont émis l'hypothèse que la restauration d'un flux dans l'artère coupable d'un infarctus du myocarde, même tardivement, pouvait avoir un impact pronostique qui est favorable. Comme l'a prouvé son étude publiée sur le journal de l'American Heart Association, finalement, selon le bénéfice de la réouverture de l'artère coupable n'étant pas seulement temps dépendant, mais ils ont conclu qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la taille de la nécrose, notamment le développement de la circulation collatérale et le degré de préconditionnement du myocarde. Nepper et son équipe ont conclu que les patients atteints d'un IDM hors délai, traités par une angioplastie primaire, 12 à 72 heures après l'apparition des symptômes, ont eu moins de sauvetage myocardique et ont développé des infarctus plus importants. Cependant, une grande proportion a obtenu un sauvetage myocardique substantiel, indiquant un avantage de l'angioplastie primaire chez les patients qui se présentent tardivement. L'essai OATI, à l'inverse, rapporté dans le New England Journal of Medicine en 2006, comparant également l'angioplastie du vaisseau coupable en traitement médical optimal seul, chez des patients atteints de syndrome coronaire aigu avec un sus-décalage segment ST vu plus tardivement, c'est-à-dire entre 3 et 28 jours après le début des symptômes. Cet essai n'a pas montré de bénéfice sur la mortalité chez les patients systématiquement revascularisés. Enfin, cette diapositive qui est très importante puisqu'elle résume l'algorithme décisionnel du post-IDM. Donc, si le malade se présente à H12 de la douleur portant des critères d'instabilité, c'est-à-dire les modifications électriques, une douleur persistante ou récurrente, une insuffisance cardiaque, un choc cardiogénique ou finalement des arythmies malignes, on procédera à l'angioplastie primaire et cela quel que soit le délai. Si on n'a pas de critères d'instabilité et que l'évolution elle est inférieure à 48 heures, il faut proposer le malade pour une coronographie avec une classe 2A. Sinon, si elle est supérieure à 48 heures, l'angioplastie doit être différée en fonction de tests de viabilité car il n'y a aucun bénéfice sur la mortalité. Détaillons maintenant la phase aiguë d'un post-IDM qui est compliquée.
En cas d'arrêt cardio-respiratoire qui est récupéré, une coronarographie en urgence à visée diagnostique et thérapeutique avec une prise en charge ciblée de la température. Des méthodes actives telles que les cathéters et les couvertures réfrigérées, l'application de glace autour du corps pour atteindre et maintenir une température corporelle spécifique constante entre 32 et 36 degrés, avec une classe 1 à un niveau de preuve B. Qu'en est-il pour les troubles de rythme? La tachycardie ventriculaire extrêmement fréquente à la phase aiguë après un IDL, majorée par l'hypoxie, l'hyperactivité sympathique avec un mécanisme de réentrée sur cicatrice de nécrose, sa survenue à la phase aiguë avant 48 heures n'est pas toujours corrélée à l'importance d'un infarctus du myocarde ni à son pronostic et n'est pas une indication à la pose d'un défibrillateur automatique et défibrillateur implantable. Donc, le traitement d'une TVQ soutenue, bien entendu, si elle est mal tolérée, il faut choquer le malade en urgence. Si elle est bien tolérée, les bêta-bloquants et l'amiodarone en intraveineux sont recommandés en classe 1. Et si on a des TV qui sont récidivantes malgré des chocs électriques répétés, l'amiodarone en intraveineux doit être considéré et la lidocaïne à la dose d'1,5 mg/kg en bolus suivi d'un relais de 20 mg/kg par 24 heures en seringue électrique peut être considéré. Et toujours, il ne faut pas oublier que la réperfusion rapide et complète ainsi que la correction des désordres hydroélectrolytiques restent les meilleurs traitements. Pour la fibrillation ventriculaire, il faut réaliser un choc électrique en extrême urgence, puis un massage cardiaque externe et une ventilation, et prévenir les récidives par cordarone et ou xylocaïne, avec une indication à une coronographie en urgence. Le rythme idioventriculaire accéléré, ou bien la TV lente, se voit surtout dans les infarctus du myocarde antérieur, principalement après fibrinolyse lors de la réperfusion coronaire. Généralement, ils sont bien tolérés et spontanément résolutifs. Et si elle est mal tolérée, il suffit pour la réduire d'accélérer le rythme auriculaire par les parasympatholytiques ou bien les sympathomimétiques ou en cas d'échec, une stimulation par sonde d'entraînement électrosystolique. La F1, elle vient compliquer 6 à 28% des IDM. Elle peut contribuer à aggraver l'insuffisance cardiaque en réduisant de façon significative le débit cardiaque. Et elle est associée à une augmentation de la mortalité et d'accidents vasculaires cérébraux. Si on opte pour le contrôle de la fréquence cardiaque, les digitaliques qui sont indiqués en intraveineux si le patient présente des signes d'insuffisance cardiaque aiguë avec une hypotension. L'amiodarone en intraveineux si on a des signes d'insuffisance cardiaque aiguë mais pas d'hypotension. Et finalement, les bêta-bloquants ou les imiteurs classiques non d'hydropyridinique si l'hémodynamique est stable et pas de signe d'insuffisance cardiaque aiguë ou hypotension. Alors, si on n'arrive pas à contrôler la fréquence cardiaque, on doit réaliser une cardioversion électrique en urgence. Attention, il faut toujours garder en tête que les bêta-bloquants, les imiteurs classiques non hydropyridiniques et les digitaliques ne peuvent être utilisés pour le contrôle du rythme. N'oublions pas les bradycardies extrêmes, notamment les BAV, qui imposent une choro en urgence si le patient n'a pas reçu auparavant un traitement de reperfusion, ainsi qu'une simulation temporaire qui est obligatoire en cas d'IDM antérieur et discutable dans l'IDM inférieur en cas de bradycardie qui est mal tolérée ou malade ne répondant pas à l'atropine ou bien une extension au ventricule droit. Il existe 2 complications hémodynamiques à savoir, l'insuffisance cardiaque congestive allant au choc cardiogénique. Donc, l'arsenal thérapeutique qui existe pour pallier à l'insuffisance cardiaque comporte les diurétiques de Lens, ainsi que les dérivés nitrés, bien sûr, si la tension artérielle le permet. L'oxygénothérapie est de mise si la saturation est strictement inférieure à 90% avec un objectif qui est supérieur à 95. La ventilation mécanique si le patient ne répond pas à l'oxygénothérapie avec insuffisance et épuisement respiratoire. Et bien sûr, la revascularisation immédiate. Toutes ces recommandations sont de classe 1. Passons au choc cardiogénique, qui est le stade ultime de l'insuffisance cardiaque congestive. Sa présence traduit une nécrose supérieure à 40% de la masse totale, bien sûr, du myocarde, et ou une complication rythmique ou mécanique. Le TT est considéré comme un outil qui est incontournable pour poser le diagnostic, recherchant essentiellement une FE qui est strictement inférieure à 30%, un bas débit défini en urgence par un ITV sous-aortique inférieur à 12 cm, ainsi qu'une dysfonction systolique du VG appréciée par le S'-VG qui est inférieur à 8 cm par seconde. Une fois le diagnostic de choc cardiogénique est posé et que l'étiologie ischémique est confirmée, la revascularisation doit se faire en urgence, sans délai, même chez un malade qui est instable. Normalement, il ne faut pas stabiliser le patient avant de passer en coronographie. En ce qui concerne les modalités de revascularisation, si lésion tritronculaire, il faudra se contenter de revasculariser l'artère coupable uniquement. Si échec de l'angioplastie ou angioplastie non réalisable ou complications mécaniques nécessitant une prise en charge chirurgicale, il faut discuter le pontage aorto-coronaire en urgence.
Toujours dans la prise en charge du choc cardiogénique, l'utilisation de la dobutamine et l'adrénaline peuvent être considérées. Et le ballon de contre-pulsion intra-aortique n'a pas démontré son efficacité sur la mortalité et donc son intérêt hors complications mécaniques, je cite bien la complication mécanique ici, dans le choc cardiogénique est discutable. D'où il a été dégradé dans les dernières recommandations avec une classe 2B et un niveau de preuve C, rejoignant ainsi les recommandations américaines. En ce qui concerne les complications mécaniques, la rupture septale, l'IM ischémique aiguë et la rupture de la paroi libre du VG constituent les principales complications. Commençons par la rupture septale. C'est une complication redoutable du poste vascularisé réalisant une communication interventriculaire aiguë avec un chaîne gauche-droit. Donc, le traitement comporte une reperfusion en urgence, puis la CIV peut être fermée soit par un patch, soit chirurgicalement ou spontanément en fonction de la taille, de l'importance du shunt et de la localisation. La chirurgie en urgence est délicate compte tenu de la fragilité des tissus infarcis. Ici, on visualise une importante CIV musculaire de localisation apicale avec un chaîne pied gauche-droit. C'est un patient âgé de 67 ans diabétique qui s'est présenté à J3 de la douleur. C'est un patient qui a bénéficié d'une couro objectivement par la suite de sa serrée de l'hiver. Ensuite, l'IM ischémique aiguë, qui est une complication très fréquente du post-IDM, qui est soit secondaire à une rupture du pilier, et dans ce cas, le tableau il est dramatique, ou bien une dysfonction du pilier, le plus souvent postérieur interne. La conduite à tenir devant cette complication est comme suit. Une coronarographie en premier lieu, la mise en place d'un ballon de contre-pulsion intra-aortique en attendant la chirurgie, et finalement, une plastie ou remplacement valvulaire mitral en urgence, en privilégiant bien sûr le traitement conservateur. Et pour finir, la rupture de la paroi libre du VG qui est une complication mécanique mortelle, le patient peut décéder dans les minutes qui suivent la rupture. Exceptionnellement, l'évolution est plus lente si la rupture se fait dans un péricarde qui est cloisonné. Ici, on note un cas qui est réel du service de rupture de la paroi libre du VG où on visualise le défect au niveau de la paroi antérolatérale. Pardon, je vais reprendre la vidéo. De la paroi antérolatérale en coupe 4 cavités associée à un épanchement péricardique consonant. Les péricardites précoces aussi figurent parmi les complications du post-IDM, souvent asymptomatiques. Parfois on note un frottement péricardique isolé avec mise en évidence à l'ETT d'un décollement péricardique. Le traitement repose sur l'aspégique et la colchicine. Donc, pour la phase chronique, on va citer essentiellement l'insuffisance cardiaque chronique et l'anévrisme ainsi que ses complications par contrainte de temps. Dans la phase chronique, l'évolution de la paroi infarcie se fait vers l'anévrisme le plus souvent. On le reconnaît électriquement par un sus-décalage persistant après 3 semaines de l'IDM, avec un risque de rupture comme le démontre un carrière dans notre service. Donc, sur cette coupe qui est appliquée à 4 cavités, on note l'aspect anévrismal de la paroi antérolatérale avec la brèche qui est bien visible en Doppler couleur. Donc, on s'excuse pour les qualités des images. Ou bien l'évolution vers un thrombus apical quand il s'agit d'une pointe anévrismale, comme on le voit ici sur cette vidéo. Pardon. Donc, c'est un patient qui était admis chez nous au service pour un post-IDM en enterré étendu de la douleur, compliqué d'un énorme thrombus avec une FE qui était altérée à 25%. Ah. L'insuffisance cardiaque chronique est une complication grave du fait du remodelage ventriculaire obtenu par l'expansion de la zone nécrosée, c'est-à-dire l'amincissement de la zone infarcie en rapport avec une nécrose des cellules myocardiques, exposant facilement la paroi à une rupture, ainsi que l'hypertrophie de la zone viable qui commence immédiatement après l'infarctus et progresse sur des mois, voire des années. C'est une conséquence d'une adaptation ventriculaire pour maintenir un volume d'éjection systolique qui est normal. Une étude a été publiée récemment dans le journal Circulation concernant une population de patients ayant eu un post-IDM. L'évolution vers l'anévrisme du VG a été moins marquée chez les patients ayant un HVG préalable. Ceci démontre que l'HVG est un facteur protecteur contre l'amincissement pariétal. Maintenant qu'on a cité les complications chroniques, que fera-t-on des autres lésions? Il faut absolument avoir une preuve d'ischémie myocardique, soit par FFR réalisé au cours de la coronarographie, soit par des examens non invasifs avec valeur localisatrice. En cas
qui est prouvé ou de valeur de FFR inférieure à 0,8, la reperfusion myocardique sera programmée parfois au cours de la même hospitalisation. La prise en charge des lésions non coupables relève du syndrome coronaire chronique. Avoir une preuve d'ischémie, c'est obligatoire pour la revascularisation de ces lésions, qui est indiquée soit pour améliorer les symptômes, soit pour améliorer le pronostic si on a une sténose du tronc gauche ou bien une IVA proxima supérieure à 50%, ou bien une maladie qui est bi- ou tritronculaire comportant des sténoses supérieures à 50% avec une fonction VG qui est altérée, ou bien une seule artère coronaire restant perméable avec une sténose supérieure à 50%, avec bien évidemment une ischémie documentée ou une lésion qui est hémodynamiquement significative définie par un FFR inférieur à 0,8 ou un IFR inférieur à 0,89. Pour la zone d'ischémie qui est large, qui est supérieure à 10% du VG, il va falloir un seuil FFR inférieur à 0,75. Et finalement, pour les sténoses de plus de 90%, il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve d'ischémie. Nous devons également admettre que chez les patients revascularisés et asymptomatiques, leur prise en charge après la revascularisation, donc pour les patients, je vais commencer par les patients qui sont asymptomatiques. Donc, une imagerie fonctionnelle non invasive de routine peut être proposée 2 ans après l'angioplastie et 5 ans après un pontage aortocoronaire. En 2B, bien sûr, dans les recommandations européennes et en 2A en recommandations américaines. Pour les patients revascularisés et symptomatiques, la coronographie est recommandée chez les patients à risque intermédiaire ou élevé à l'évaluation de stress, c'est-à-dire qu'ils ont une ischémie à faible charge en cas d'évaluation à l'effort, ou bien une ischémie précoce en cas d'effort, en cas d'épreuve de stress qui est pharmacologique, ou bien une anomalie de la cinétique segmentaire induite par le stress, ou finalement un défaut de perfusion réversible intéressant supérieur ou égal à 10% du VG. Voilà, comme indiqué ici dans le schéma, intermédiaire ou bien un haut risque. Par contre, ces patients qui sont, on va juste renforcer le traitement médical. En ce qui concerne le traitement médical, il repose essentiellement sur les antithrombotiques, les anti-ischémiques ainsi que les statines. Et il ne faut pas oublier bien sûr le mode de vie et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire ainsi que la rotation cardiaque chez tous les malades ayant fait un événement. Pour le traitement antithrombotique de maintien en post-idem, il comporte une double antiagression plaquettaire faite d'aspirine et de ticagrelor ou de prasugrel, ou bien le clopidogrel si le ticagrelor et le prasugrel ne sont pas disponibles ou sont contre-indiqués pendant 12 mois après l'angioplastie. Et un IPP en association à l'ADAPT est indiqué chez les patients à haut risque d'hémorragie gastro-intestinale, avec une classe 1 et un niveau de preuve B. Une double antiagression plaquettaire pendant 12 mois chez les patients qui n'ont pas eu d'angioplastie doit être envisagée, sauf s'il y a des contre-indications telles qu'un risque hémorragique qui est excessif. Chez les patients à haut risque de complications hémorragiques ou bien complications hémorragiques qui sont sévères, l'arrêt du traitement par inhibiteur du P2Y12 après 6 mois doit être envisagé. Chez les malades qui ont un thrombus VG, une anticoagulation doit être administrée pendant un maximum de 6 mois, guidée par une répétition des examens d'imagerie. Traitons maintenant les anti-ischémiques. Un traitement bêta-bloquant oral est indiqué chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque et ou une FEVG inférieure ou égale à 40%, sauf contre-indication, comme il doit être envisagé pendant l'hospitalisation et continuer ensuite chez tous les patients n'ayant pas de contre-indication. Donc, une étude publiée dans le JACC évaluant l'efficacité des bêta-bloquants post-IDM ainsi que la durée de leur utilisation, l'étude a démontré que pour les patients atteints d'IDM qui ont une FE qui est réduite, un traitement à long terme doit être systématiquement recommandé. Cependant, chez les patients atteints d'IDM qui ont amélioré la FE au point de la normaliser, un traitement à court terme, c'est-à-dire entre 30 jours et 1 an, avec des bêta-bloquants devrait être suffisant. Je me suis arrêté dans les anti-ischémiques, notamment les bêta-bloquants, car je les considère comme le pilier du traitement de la cardiopathie ischémique. Et franchement, il n'y a aucun traitement qui les remplace. Des essais contrôlés randomisés et des méta-analyses menées ont démontré les effets bénéfiques du traitement par bêta-bloquant par voie orale sur la survie chez les patients atteints d'IDM. Le taux de décès d'origine cardiaque à 1 an était plus faible chez les patients sortis sous bêta-bloquant par rapport à ceux qui n'avaient pas utilisé de bêta-bloquant. Cependant, il n'y avait aucun avantage supplémentaire significatif des bêta-bloquants à forte dose par rapport aux bêta-bloquants à faible dose pour le risque de mort cardiaque. Dans cette étude récente danoise de cohorte nationale publiée sur l'ESC en 2021, qui a traité des patients atteints d'infarctus du myocarde stable et traités de manière optimale sans insuffisance cardiaque, l'étude n'a trouvé aucun effet à long terme du traitement bêta-bloquant sur le pronostic cardiovasculaire suivant les patients de 3 mois jusqu'à 3 ans après l'admission pour un IDM.
Sans oublier les inhibiteurs classiques qui gardent une indication en post-IDM si contre-indication en bêta-bloquant en l'absence, bien sûr, de dysfonction VG. Si le malade garde la douleur ou présente une HTA qui est mal contrôlée sous bêta-bloquant et USC, les antagonistes d'hydropyridénique de deuxième génération, à titre d'exemple, l'amlodipine, notamment la MEP, gardent une place qui est importante. Pour les USC qui constituent la poutre maîtresse de la cardiopathie ischémique, en l'occurrence le post-IDM, ils ont prouvé une diminution significative de la morbimortalité dans l'étude SAVE ou SOL après un IDM en cas de dysfonction VG, mais aussi en l'absence de dysfonction VG dans les études HOPE et EUROPA. Si on a une intolérance aux USC, les ARA2 sont de mise avec la même classe de recommandation dans le contexte du post-IDM. Cette étude, publiée en 2014 sur Circulation, affirme que le LCZ 696 a atténué le remodelage cardiaque et le dysfonctionnement après un IDM. Cela peut être dû à une inhibition supérieure du LCZ 696 sur la fibrose cardiaque et l'hypertrophie cardiaque que l'inhibiteur de la néprilésine seul ou bien le valsartan seul. En ce qui concerne les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, ils sont indiqués entre le 3e et 14e jour chez les malades qui ont une FE inférieure à 40%, avec une insuffisance cardiaque ou un diabète, qui sont déjà sous bêta-bloquant et USC. Cette étude pilote publiée en mai 2019 sur l'American Heart Journal n'a montré aucun avantage de la thérapie antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes dans la réduction de la taille de l'infarctus chez les patients ayant présenté un IDM, lorsqu'elle a été initiée avant la reperfusion, mais il y avait une amélioration du remodelage du VG à 3 mois. L'ivabradine, elle doit être envisagée afin de réduire le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients au rythme sinusal avec une FEVG inférieure à 35, une fréquence cardiaque supérieure à 70 battements par minute et des symptômes toujours persistants malgré un traitement optimal par bêta-bloquant, IEC, et antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes. Une étude publiée en janvier 2021 suggère que la réduction de la fréquence cardiaque avec l'ivabradine prévient la rupture cardiaque après un IDM. Cela peut être particulièrement efficace chez les patients atteints d'IDM avec une fréquence cardiaque qui est élevée, qui sont soit incapables de tolérer les bêta-bloquants, soit dont la fréquence cardiaque reste élevée malgré l'administration de bêta-bloquants. Pour les hypolipémions, la cible thérapeutique des LDL cholestérol chez un malade ayant fait un événement cardiovasculaire est désormais à 0,55 g par décilitre. Initialement, les statines sont introduits à pleine dose, c'est-à-dire l'atorvastatin 80 mg et la rosuva 40, avec un contrôle réalisé à 4 à 6 semaines. Si la cible n'est toujours pas atteinte, on va rajouter les éthymines. Sinon, si l'objectif n'est toujours pas atteint, donc on devrait nécessairement passer à l'inhibiteur du PCSK9. Quelle est la place du DAI et de la resynchronisation? Les nouveautés de l'essai 2021 sont les malades qui ont une insuffisance cardiaque avec une FEVG inférieure à 35%, qui restent symptomatiques 3 mois après un traitement optimal avec des QRS supérieurs à 150 millisecondes, en présence de BBG, bien sûr. Il faut les proposer pour resynchronisation avec une classe de recommandation 1. Concernant le défibrillateur automatique implantable, les recommandations actuelles en post-IDM sont les suivantes. En prévention primaire, une FEVG inférieure à 30% chez un malade symptomatique avec un traitement médical optimal dans un délai d'1 mois si le malade non revascularisé et de 3 mois si le malade il est revascularisé. En prévention secondaire, un malade qui a présenté un arrêt cardio-respiratoire sur TV ou bien FV, ou bien une TV qui est soutenue sans cause identifiée sous traitement optimal, avec une espérance de vie bien sûr qui est supérieure à 1 an, et ce, quel que soit le FEVG. Comme on a dit précédemment, le changement du mode de vie occupe une place très importante dans la présence du post-IDM. On doit favoriser le retour au travail pour nos malades, avec un repos minimal de 1 mois en général après l'IDM. Adapter le poste si besoin, plus ou moins un reclassement professionnel. Une grosse inquiétude à l'idée de reprendre une activité sexuelle après un IDM. Il faut rassurer les malades et les encourager à reprendre une activité sexuelle qui est normale, tout en gardant en tête que le sildenafil ne peut être prescrit que 2 mois après l'IDM et qu'il est contre-indiqué en association aux dérivés nitrés retard ou assimilés. Pour la conduite, on autorise de conduire un véhicule léger 1 mois après l'IDM avec une réévaluation et autorisation nécessaire pour un poids qui est lourd. Il faut accompagner les malades pour le sévrage nicotinique.
On peut s'aider pour cela par des substituts avec possibilité d'adresser le malade aux consultations spécialisées pour l'arrêt du tabac. Une activité physique régulière est conseillée minimum 30 minutes de marche chaque jour et l'objectif tensionnel est désormais inférieur à 120-129 mm de mercure pour une pression artérielle systolique et 70-79 mm de mercure pour la PAD. Dans le post-IDM, la metformine n'est introduite qu'après stabilisation du malade et dans ce contexte, on cible une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 7%. La réadaptation cardiovasculaire est une prise en charge importante qui mérite un coup à part. Je vais citer ici les messages clés de cette option thérapeutique. Donc, la réadaptation cardiovasculaire est désormais recommandée en classe 1, en post-IDM au même titre que la statine et l'aspirine. Elle permet une augmentation de l'endurance physique, une diminution de la fréquence cardiaque au repos et à l'exercice et permet de mieux contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Le reconditionnement optimal à l'effort est obtenu avec des séances d'épreuve à 30 minutes, durée qui sera progressivement atteinte sur plusieurs semaines. Le patient ne gardera un bénéfice de sa rééducation que s'il adhère au nouveau mode de vie qui lui est proposé. Donc, la durée du séjour dans l'unité de soins intensifs. C'est quoi la nouveauté? Donc, on a parlé avant de le mode de vie. Maintenant, on va voir la sortie précoce du malade. Il est indiqué que les patients qui ont eu un traitement de reperfusion couronné de succès et une évolution clinique non compliquée restent dans l'unité de soins intensifs cardiaques pendant un minimum de 24 heures, chaque fois que c'est possible. Après, ils peuvent être mutés dans un service pendant 24 à 48 heures supplémentaires. On va illustrer notre cours par un cas clinique d'un patient qu'on a pris en charge en unité de soins intensifs. Donc, il s'agit d'un patient de 65 ans qui est originaire résident à Khouribga, admis pour un IDM hors délai, en inférieur étendu au ventricule droit, compliqué de BAV complet syncopal avec une FEVG à 55%. C'est un patient qui est tabagique actif à raison de 40 paquets années, non connu diabétique ni hypertendu. Son histoire de la maladie remonte à 5 jours avant son admission par l'installation brutale d'une douleur infarctoïde avec bloc pneu, compliquée par la suite d'une syncope qui a poussé le malade à consulter au CHP de Khouribga, puis fut adressé chez nous pour une prise en charge qui est spécialisée. À l'admission, le malade gardait toujours la douleur, sans autre signe associé. La tension artérielle était à 10,5, il était bradycarde à 34 battements par minute et présentant des signes droits. Le reste de l'examen somatique était strictement normal. Le CG à l'admission présente un BAV de 3e degré avec un rythme d'échappement à 34 battements par minute, un aspect QS avec un susdé cardiaque segment ST dans le territoire inférieur, ainsi qu'un susdé cardiaque segment ST de 0,5 mm dans les dérivations droites. Le patient a bénéficié en urgence d'une coronographie, objectivement une sténose serrée de la coronaire droite. Je vais montrer ici les images. Donc, une sténose serrée de la coronaire droite proximale qui a été stentée avec succès. Voilà l'image après la dérivation de mise en place du stent. C'est un excellent résultat après la cour. Juste après la coronographie, le patient est revenu en sinusale avec régression totale du BAV, montrant l'intérêt primordial de la revascularisation, même hors délai, chez des malades qui présentent des signes d'ischémie évolutifs, comme le cas de notre malade qui avait un langor persistant, même à J5 de la douleur. Le bilan biologique initial, il permet d'éliminer les contre-indications au traitement médical qui sera instauré par la suite et permet aussi d'avoir des valeurs de référence pour le suivi des malades. Pour notre malade, il avait une fonction rénale qui était correcte, sans cytolyse hépatique, avec un bilan d'hémostase normal, une hémoglobine glyquée à 5,4%, ainsi qu'un taux de LDL à 0,79. Au total, c'était un patient qui est âgé de 65 ans, tabagique, non connu diabétique, admis dans notre service pour un IDM hors délai en inférieur, étendu OVD, compliqué d'un BAV syncopable avec une FEVG à 55%. Donc, l'ordonnance de sortie de notre malade, qui a bien toléré son traitement en hospitalisation, comprenait une activité physique 30 minutes de marche chaque jour, clopidogrel 75 mg un comprimé par jour, l'aspirine 75 mg un sachet par jour, les statines à forte dose, l'atorvastatine 80 mg par jour, et les USC 1,25 mg une gélule par jour, l'athénolol 50 mg un demi-comprimé par jour. Et pour finir, les messages clés qu'il faut retenir de ce cours, c'est que la revascularisation coronarienne la plus rapide possible est le meilleur traitement préventif et curatif des complications du post-IDM
Tout patient présentant un infarctus doit être hospitalisé en unité de soins intensifs avec une surveillance scopique pour le diagnostic de complications rythmiques et toute instabilité hémodynamique précoce ou retardée dans un contexte de post-IDM doit faire craindre une complication mécanique et incite à réaliser une écho-cœur immédiate au lit du malade. Donc, je vous remercie et je tiens également à remercier Dr. Choukla et Dr. Belma'alem pour l'aide de l'organisation de ce cours. Donc, la parole à professeur Arous. Merci, Dr. Mounawir, pour ce topo. Donc, c'est une belle présentation. Avant que je parle, je vais passer la parole à Mme Bell et au reste des médecins, s'il y a des questions parmi les médecins. Donc, oui, merci beaucoup, professeur Arous. Merci, docteur Mounawir. Effectivement, j'avais vu avec toi, c'est une belle présentation. Est-ce que, avant qu'on commence à discuter, est-ce que les laboratoires sont toujours avec nous? Est-ce qu'ils veulent poser des questions? Est-ce qu'ils veulent participer ou est-ce qu'on commence notre discussion, nous? Bonsoir, Dr. Abad. Nous sommes toujours là. Prenez votre temps. Merci pour votre invitation. Je crois qu'on n'a pas de questions. C'est à vous de s'en charger. Merci infiniment pour votre invitation. D'accord. Merci, Madame Niassi. Merci, professeur Abdel. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous aussi. Donc, on va continuer. Donc, c'est Arous, tu gères les questions de l'équipe. À toi la parole. Est-ce qu'il y a des questions parmi... J'espère que vous allez pouvoir poser des questions parce que c'est un chapitre qui est important et ça intrigue. Il y a beaucoup de questions et moi, ça m'interpelle, sincèrement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir tout le monde. Bonsoir professeur Bell, bonsoir professeur Arous. Merci encore une fois au laboratoire Cooper pour leur participation active dans notre formation continue. Tout d'abord, je voulais remercier Dr Mounawir pour la qualité de sa présentation, très riche et surtout bien illustrée grâce au cas clinique pris du service et qui montre une bonne prise en charge d'un post-IDM qui arrive même hors délai, qui devait être revascularisé. Moi, ma question, elle est peut-être simple, mais qui me tracasse souvent, c'est la réintégration professionnelle ou la réintégration en activité physique des malades ayant souffert d'un infarctus du myocarde. Dans le cas du cas clinique présenté, on lui a proposé une activité physique de 30 minutes de marche chaque jour à sa sortie. Et beaucoup de malades qu'on voit personnellement maintenant à l'UTIC, ils ont rarement réintégré pleinement leur activité professionnelle ou leur activité physique normale. Donc, c'est juste pour avoir plus de clarification sur cette réadaptation et cette réintégration socio-professionnelle. À toi la parole, Karim, pour répondre à la question de Zaid. Donc, je remercie beaucoup Dr Amouri pour sa question. C'est une question qui est très intéressante, c'est vrai. Donc, normalement, pour les patients qui ont fait l'événement, on doit faire une épreuve d'effort qui est soit limitée par les symptômes ou bien une épreuve d'effort qui est sous-maximale, c'est-à-dire limitée à 130 battements par minute ou bien 70% de la FMT. C'est vrai, il faut les statifier, il faut voir est-ce qu'ils vont faire un événement, ils sont stratifier le risque rythmique et risque ischémique avant de les proposer pour faire une réadaptation. Bon, d'accord, merci Karim. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Oui. C'est Dr Kharmouchi. Je voudrais remercier Dr Mounawir pour sa présentation. Donc, c'était vraiment très enrichissante. J'ai une simple question par rapport au cas clinique à propos du malade donc, qui était en IDM en inférieur compliqué de BAV complet, qui a été revascularisé et heureusement qu'il est revenu en sinusal. Ma question, c'est à partir de quel délai on pourra proposer un pacemaker chez ce genre de malade qui ne reviennent pas en sinusal, qui restent en BAV même après revascularisation.
en cas d'idème en inférieur, bien sûr. Merci. Je remercie Dr. Khalmouchi pour sa question. Normalement, pour les dernières recommandations, c'est à partir de 5 jours. S'il me reste après 5 jours, normalement, on doit proposer un malade pour un PES. D'accord. Mais généralement, c'est dans la semaine et on décide. Généralement, si le patient il retrouve un rythme qui est normal, à ce moment-là, on ne fait rien. Mais généralement, la plupart des patients, ils reprennent. Après un infarctus du myocarde, la plupart des patients reprennent. C'est très rare. Je pense que ça doit être aux alentours de 2%, 1 à 2% des patients qui ne reprennent pas. Et généralement, dans la semaine, c'est 5 à 7 jours, comme tu as dit, c'est là où on décide d'implanter un pacemaker. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bonsoir, vas-y. Bonsoir à tous, c'est Dr. Rocht Mehdi, résident en première année. Donc, je tiens d'abord à remercier le professeur Hebbal ainsi que le professeur Aros pour l'organisation et le choix du sujet de ce webinaire. Je remercie aussi Dr. Mounawer pour sa présentation qui était riche en illustrations et qui a bien mis le point sur la prise en charge et sa complexité. Donc, j'ai une question pour Dr. Mounawer, ou plutôt deux questions. C'est par rapport à quand on a un malade et qu'on a l'angioplastie primaire n'est pas réalisable en urgence. Est-ce que la possibilité de réaliser un pontage en urgence ou en différé? Et la deuxième, c'est par rapport à la durée. Si on procède au choix d'une chirurgie, c'est par rapport à la durée de l'arrêt de la double antiagrégation plaquettaire au cas où on envisagerait une chirurgie. Merci. Alors, je remercie Dr. Roche pour sa question. C'est très important, c'est vrai. Donc, pour le malade qui ne pourrait pas faire une angioplastie primaire, on propose pour un pontage. Normalement, si on a une complication qui est mécanique, on doit les proposer en urgence. Sinon, donc ça dépend de l'antiagrégation plaquettaire qu'il a pris avant. C'est-à-dire, s'il a pris le clopidogrel, on doit attendre 5 jours. S'il a pris le ticagrelor, on doit attendre 3 jours. Et pour le prasugrel, c'est 7 jours. Avant de les proposer pour un pontage, bien sûr. Maintenant, pour ta question, Dr. Rojd, est-ce que tu parles du syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST ou un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage segment ST? Et parce qu'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST, c'est très rare, c'est exceptionnel qu'on envoie le patient pour un pontage, même s'il n'y a pas d'angioplastie. Généralement, c'est une thrombolyse et s'il est dans les délais, après, on décide par la suite de faire une angioplastie. Et les patients qu'on envoie pour un pontage sont vraiment très rares. Parce qu'il faut revasculariser l'artère coupable, c'est une occlusion aiguë d'une artère, et il faut dilater l'artère le plus tôt possible. Par contre, pour les ST-, généralement, pour les patients tritronculaires ou du tronc commun, ou qui ont une sténose du tronc commun, et avec une indication chirurgicale, à ce moment-là, on peut indiquer un pontage et on peut le faire puisqu'il y a toujours un flux au niveau des artères. L'artère n'est pas occluse complètement et à ce moment-là, on a le droit de proposer un pontage et d'attendre un peu avant de faire le pontage. Sinon, pour le traitement anti-agrégant plaquettaire, comme l'a dit Dr. Monawist, il faut l'arrêter, c'est 5 à 7 jours selon le type d'anti-agrégant plaquettaire, mais il y a des chirurgiens qui peuvent opérer sous clopidogrel. S'il y a une urgence à faire une chirurgie ou un pontage en urgence, on peut le faire sous traitement anti-agrégant plaquettaire, les deux, que ce soit l'aspirine ou le clopidogrel. D'accord. Merci beaucoup, professeur Aros, pour vos éclaircissements. C'était par rapport au syndrome coronaire ST-. Merci beaucoup. Donc, il y a un élément important, effectivement, ce qui vient d'être décrit, c'est concernant le pontage. Il n'y a pas de pontage d'urgence. Même quand c'est mécanique, c'est vrai que c'est la rupture de la paroi assez rapide, il faut le faire. Mais là, par exemple, rupture du septum interventriculaire, moi, je me souvenais d'un malade qui est resté en réanimation pendant 1 mois avant de le proposer à la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'il y a le syndrome inflammatoire qui est très manifeste. Et le tissu, les chirurgiens ont des difficultés pour les opérer. Il faut les refroidir bien, il faut les proposer pour le pontage. Donc, ce n'est pas le traitement idéal dans les post-infarctus en dehors des complications mécaniques et encore. Et pour être clair que le pontage, c'est pour les syndromes coronaires chroniques plutôt que dans les syndromes coronaires aigus. OK. Continue, Aros.
Déjà, même pour les cas exceptionnels de syndrome coronaire avec sous-décalage du segment ST, on peut dilater l'artère coupable. Et s'il y a par exemple une autre lésion du tronc commun très serrée avec d'autres lésions très diffuses et on indique un pontage, il faut attendre minimum 10 à 15 jours. C'est-à-dire le temps que les troponines baissent et que le patient il est refroidi, il est bien géré sur le plan thérapeutique. Et à ce moment-là, on peut proposer une deuxième technique de revascularisation sur un pontage ou une angioplastie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, c'est Dr Slemaoui. Alors, en premier, j'aimerais bien remercier Dr Monouer et Professeur Epe, Professeur Aros pour le choix du sujet. C'est un sujet très important parce qu'on voit que les patients post-IDM chez nous au Maroc. Donc, j'aimerais poser une question à propos des patients qu'on va indiquer chez eux un test de viabilité. Quels sont les critères à l'imagerie qui permettent de définir que ces patients sont à haut risque ou à un bas risque? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît, Dr. Selmaoui? Un problème de connexion. Docteur Selmaoui, tu peux écrire la question si tu veux sur le chat si jamais il y a un problème de micro. Bonsoir, Il y a un problème de connexion de Cosima, on a du mal à entendre. maintenant, vous m'entendez, monsieur? Oui, oui. J'aimerais juste poser une question par rapport au profil des patients chez qui on indique un test de viabilité. Alors, quels sont les critères à l'imagerie qui permettent de définir les patients, le risque ischémique, à haut risque ischémique ou un bas risque ou intermédiaire? Merci. Donc, je remercie Dr. Selmaoui pour sa question. Donc, pour les patients qui sont en risque, ils sont définis soit par l'écho de stress, ils ont supérieur à 3 ou bien 16 segments. Parmi ces segments, ils sont hypokinétiques ou bien akinétiques, ou bien une surface ischémique qui est supérieure à 10% du VG lors de la scintigraphie, ou enfin à l'IRM supérieur à 2 parmi ces segments en perfusion, ou bien 3 sur 16 en dobutamine. Avec l'FFR, bien sûr, qui est inférieur à 0,8 ou bien l'IFR à 0,89, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. En fait, Dr. Selmaoui, tu as parlé de deux choses qui sont différentes, c'est la viabilité et l'ischémie. Et maintenant, quand on indique un test de viabilité, généralement le plus adapté qu'on peut faire, c'est l'IRM cardiaque. Et à ce moment-là, on voit le degré d'atteinte de nécrose myocardique. Est-ce qu'elle est transmurale ou pas? Si elle est transmurale, généralement, il n'y a pas de viabilité. Et ça indique chez les patients qui ne vont pas bénéficier d'une revascularisation. Par contre, pour l'ischémie, c'est autre chose. Et généralement, l'ischémie est indiquée dans le syndrome coronaire chronique, que ce soit les patients revascularisés ou pas revascularisés. Et à ce moment-là, on voit le nombre de segments qui sont atteints lors d'un test d'ischémie. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. D'accord. D'accord, il y a d'autres questions? Oui, c'est Benhar Smaïl. Je tiens à remercier mes chers enseignants pour l'organisation de ce webinaire et aussi remercier Dr Monouer pour ce cours qui est très formateur. Et je voulais lui poser une question par rapport aux patients ayant des IDM compliqués de choc cardiogénique. Est-ce que chez ces patients, il est souhaitable de garder le même traitement antiagrégant plaquettaire par soit le clopidogrel, ou bien il est recommandé de le substituer par un autre anti-agrégant plaquettaire, à savoir le ticagrelor ou bien le condélor? Merci. Merci beaucoup, Dr. Benhar, pour ta question. C'est une question qui est très intéressante. Donc, pour les malades qui sont en choc cardiogénique, ils ont une gastropérésie normalement avec la vasoconstriction splanchnique. Donc, ils ont du mal à tolérer les médicaments par voie orale, notamment le clopidogrel. Donc, on peut recourir sur les recommandations au cangrelor qui est en intraveineux, qui est un inhibiteur du P2Y12 avec une inhibition qui est compétitive, c'est-à-dire on peut l'arrêter à n'importe quel moment. Donc, c'est ça l'intérêt du cangrelor par rapport aux autres médicaments par voie orale dans le choc cardiogénique, bien sûr. OK, merci Karim. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonsoir, bonsoir professeur Arous, bonsoir professeur Bell, bonsoir docteur Monouer. Je voudrais tout d'abord prendre le temps de remercier docteur Monouer pour ce cours qui est très utile et surtout très pratique, devant le fait qu'on voit beaucoup de post-IDM dans notre contexte marocain. Et puis, post-IDM qui personnellement me posait un problème de définition parce que je ne savais pas vraiment comment le définir. J'ai beau chercher, j'ai des définitions différentes. Là, c'est vraiment très clair. Et j'ai aussi aimé… Définition. Pardon, monsieur? Il y a toujours un problème de définition, mais on va par la suite. Mais là, au moins, il y a un cadre dans lequel je ne vais pas, je vais pas me perdre. Et donc, j'ai surtout aimé l'arbre décisionnel qu'il a présenté quant à la revascularisation. Ça, vraiment, ça limite un peu les choses. Ça donne un canvas sur lequel on peut raisonner. Moi, ma question, c'est par rapport à la FA dans le cadre d'un post-IDM. C'est par exemple, nous avons un patient qui fait de la FA dans le cadre de son post-IDM et qui est réduite. Donc, est-ce qu'il y a intérêt à garder le traitement anti-arythmique après avoir réduit? Parce que justement, nous avons une cause qui a été justement réversible. Est-ce qu'il y a intérêt à garder un traitement anti-arythmique au long cours ou pas? Merci. Tu parles d'un traitement anti-arythmique ou anticoagulant? Non, je parle du traitement anti-arythmique. D'accord. Donc, merci, docteur Teshfini, pour ta question. C'est vrai que c'est une question qui est difficile, qui est vraiment cas par cas. Donc, ça dépend tout d'abord de la taille de l'objet. Si on a un objet qui est très dilaté, on peut proposer au malade pour une ablation ou bien un traitement anti-arythmique au long cours. Si on a un objet qui est non dilaté, un sujet qui est jeune, qui est sans comorbidité, donc à ce moment-là, on va donner un traitement notamment par l'amiodarone, un anti-arythmique dans 3 mois. Et après, on va faire un long terme, on va décider par la suite. Parce que normalement, on sait très bien que l'accordarone a des effets secondaires à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on doit donner 3 mois et après, on va évaluer par la suite, par un long terme. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. D'un post-infarctus. Donc, normalement, même s'il est réduit, il faut garder un traitement pour maintenir l'aide. Il y a 2 traitements qui sont essentiels dans un post-infarctus. Les bêta-bloquants, ça réduit la charge adrénergique. Et généralement, pour les autres antiarythmiques, pour maintenir le rythme, on ne peut pas les donner parce qu'il y a une cardiopathie ischémique. Mais la molécule la plus utilisée, c'est l'accordarone. Donc, il faut donner de l'accordarone pour maintenir le rythme sinusal. Généralement, on peut maintenir à long terme, faire des auto-RCG de contrôle. Donc, il y a 2 volets, un traitement bêta-bloquant et un traitement par amiodarone ou cordarone. D'accord, donc si j'ai bien compris, le patient n'est pas condamné à garder à vie son traitement antiarythmique. Il y a des cas où c'est possible de l'arrêter après une certaine période initiale. Généralement, pour maintenir le rythme, il faut garder l'accordarone. C'est vrai, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais l'accordarone, elle est indiquée à long terme. Je ne sais pas ce que vous pensez, Madame Mbal, mais pour maintenir le rythme, il faut garder l'accordarone. Sur le plan traitement anticoagulant, on gère de la même manière qu'une FA, qu'une autre FA. Moi, personnellement, le bêta-bloquant fait bien les choses. C'est-à-dire que pourquoi vous voulez absolument ajouter de l'accordarone si j'arrive à gérer mon malade sous bêta-bloquant? Comme tout le monde l'a bien dit, l'accordarone a beaucoup d'effets secondaires. On ne peut donner l'accordarone que si vraiment on n'arrive pas à gérer avec la bêta-bloquant. C'est mon point de vue. Je ne sais pas pourquoi vous pensez tous à l'accordarone. Combien de patients est sous cordarone qui a une FA? En général, c'est les bêta-bloquants qu'on prescrit. Ça, c'est vraiment en second lieu, si vraiment on n'est pas efficace. Mais par contre, le traitement anticoagulant, vous l'avez très bien dit, c'est à vie. Ah, voilà. Oui, c'est bien ça. Mais Bonsoir. De maintenir un traitement antiarythmique pour maintenir le rythme après une réduction de la FA. Après réduction de la FA. Est-ce qu'il faut garder juste le cordarone ou rajouter autre chose? Est-ce que vous pouvez dire un petit mot qui était en rythme? Si je peux intervenir, donc pour ces cas, généralement dans les FA en post-IDM, c'est ce que j'ai vu d'après les conduits des rythmologues, c'est le maintien du rythme par l'amiodarone pendant 4 semaines à 200 mg par jour. Et donc, il y a l'indication d'haltère après 4 semaines ou bien si le récidive de symptomatologie. C'est ce que j'ai vu d'après les conduits des rythmologues. Donc, c'est 4 semaines d'amiodarone et puis switcher en bêta-bloquant et un haltère CG systématique, 48 heures.
Donc, il ne démarre pas les bêta-bloquants d'emblée? Non, 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 il ne démarre pas les bêta-bloquants d'emblée, donc c'est l'amiodarone, 200 Même mg. un syndrome coronaire? Un Oui, post-infarctus? oui, madame, oui, même si c'est un syndrome coronaire, oui. Il préfère donc l'imprégnation, enfin, de maintenir l'imprégnation par l'amiodarone donc, pendant 4 semaines, 200 mg. Oui. D'accord, c'est bien à savoir. Mais il faut quand même avoir des références dans ce sens. Parce que pour moi, pour un syndrome coronaire, moi, je serais beaucoup plus pour pour la bêta-bloquant. Il faut avoir des références. C'est une bonne question, Taha, mais il faut quand même avoir des références pour ça. C'est vrai, ce sont des cuisines internes pour chaque unité, mais il faut avoir des références. Oui, pardon, Salim, à toi la parole. Je pense que les Vous bêta-bloquants voulez dire sont quelque chose? essentiels. Oui. Dans la phase aiguë, après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, les bêta-bloquants sont essentiels. Et surtout pour l'AFA, on a plusieurs patients juste sous bêta-bloquants qu'on arrive à gérer, qui font de l'AFA, on arrive à gérer sous bêta-bloquants. C'est vrai que la cordone elle est essentielle pour maintenir le rythme par la suite, mais les bêta-bloquants sont essentiels, beaucoup plus que la cordone, je pense. Tu vas nous faire une petite recherche bibliographique pour voir ça, parce que c'est une question qui est un petit peu donc délicate, mais il faut bien comprendre. Oh, madame, avec plaisir. Bien, oui, continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonsoir. Oui. Bonsoir, professeur. Donc, bonsoir, professeur Habal. Bonsoir, professeur Arous. Merci, Mounaour, pour ta présentation qui est riche et complète. J'aimerais juste savoir par rapport en fait, aux patients qui ont une insuffisance cardiaque réfractaire après un processus du myocarde. Donc, à part la transplantation cardiaque, j'ai un peu lu qu'il y a aussi ce qu'on appelle la cardiomyoplastie cellulaire, donc qui permet de compenser la perte cellulaire, donc le déficit contractile lié à la nécrose myocardique. Donc, je ne sais pas si dans tes études, si ça reste toujours à l'état expérimental ou bien s'il y a des l'utilisation pratique actuellement. Merci. Merci beaucoup, Dr. Chapeau. Vraiment, c'est par contrainte de temps, je n'ai pas arrivé à parler de la suppléance cardiaque. C'est vrai, c'est un chapitre qui est à part. Donc, par contrainte de temps, je n'ai pas lu ce chapitre et je n'ai pas mentionné ça dans mes diapositives. D'accord, mais c'est toujours en expérimental parce que on peut pas, pour l'instant, c'est pas d'études, c'est juste l'expérimental. Donc après, pour l'avenir, peut-être que ce sera une voie dans le traitement de l'aisance cardiaque. D'accord, merci. Oui, d'autres questions? Quelqu'un voulait poser une question? Oui. Bonsoir. Donc, c'est Dr Mokri. Je tiens à féliciter mon cher collègue, Dr Mounawer. Il a fait le tour de la question. C'est un très bel exposé. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Juste une petite question concernant les complications mécaniques, surtout l'IEM ischémique. Donc, l'IEM ischémique aigu, c'est quoi la différence entre l'atteinte du pilier, de la dysfonction du pilier et l'étendue de la nécrose par rapport au territoire inférieur? Qui est le plus impliqué? À part ça, c'était un excellent topo. On a beaucoup appris. Merci beaucoup, Dr Mounawer. Merci beaucoup, Dr. Mokri. C'est vrai, c'est une très belle question. C'est vrai, quand on a une atteinte de la paroi infarctée, c'est-à-dire la paroi où s'attache le pilier, on aura une IM qui est très sévère. Par contre, si la nécrose s'étend et de la paroi et au niveau du pilier, on aura une amélioration de cette IM, c'est-à-dire une IM qui est moins sévère. Merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup. J'étais gâté par la réponse. C'est très gentil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas, Madame Bell, je vais poser un peu de questions et faire mes remarques avant de passer la parole. C'est bon? Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai quelques remarques et quelques questions. Et pour ta présentation, pour le contenu, il était bon, c'était riche, donc les plaques étaient bien faites, c'était pas surchargé, c'était avec une bonne animation. Mais j'ai deux problèmes essentiels. La première question, c'est la définition d'infarctus du myocarde. Je pense que tu l'as défini comme un patient qui vient hors délai et qui n'est pas revascularisé.
Alors que normalement, pour la définition exacte d'un post-infarctus du myocarde, c'est la gestion du patient post-infarctus du myocarde qui soit revascularisé ou non revascularisé. Ça comprend les deux patients. Donc, en quelque sorte, tu t'es limité aux patients qui étaient non revascularisés. Et par la suite, j'ai un problème pour la structure du cours. Donc, en fait, il fallait partir sur ces deux volets, patients revascularisés, non revascularisés. Et par la suite, il fallait le scinder ce cours en deux et parler de la gestion sur le plan clinique, paraclinique, électrique aussi, c'est-à-dire l'ECG, l'entéro-ECG, échographique, et puis après, pour parler de l'épreuve d'effort. Et à ce moment-là, à la fin de ces deux chapitres, il fallait évaluer le risque. À ce moment-là, on pose le patient sur trois niveaux de risque, soit faible, soit modéré, soit élevé, selon si le patient a été revascularisé complètement, selon sa fraction d'éjection, selon son état clinique. Est-ce qu'il a une bonne tolérance fonctionnelle? Est-ce qu'il a gardé une tolérance fonctionnelle qui est normale après l'infarctus du myocarde? Et puis après, pour les patients non revascularisés, c'est à ce moment-là que tu aurais pu parler de la physiopathologie et du bénéfice de la revascularisation. Et à ce moment-là, pour la plupart des complications qu'on voit, ça arrive chez les patients qui n'ont pas été revascularisés. Et puis après, il fallait parler de la gestion de ces complications et tu as fait de très bonnes iconographies et de très belles images de notre service et c'est bien. Et après, il fallait parler sur le plan thérapeutique. Donc, pour moi, le problème essentiel, c'était la structure du cours que tu as fait. Il fallait peut-être aller sur revascularisé, non revascularisé et la gestion sur tous les éléments, que ce soit clinique, paraclinique ou autre. Donc, il y a aussi quelques petites remarques concernant les vidéos. Il faut enlever le son. Donc, c'est disponible sur le PowerPoint. Donc, il faut enlever le son la prochaine fois. Et maintenant, quand tu mets un article, il faut le mettre, pas uniquement le titre, mais il faut mettre sur la plaque déjà les tableaux, les figures. Comme ça, on arrive à suivre. Si tu parles juste oralement du résultat de l'étude, alors qu'on ne voit pas le résultat ici sur l'écran, on perd un peu le fil. Sinon, pour le reste, les plaques étaient bien faites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et une chose qui est essentielle, tu as mis un article, tu n'en as pas parlé. C'est la place du sildenafil. C'est écrit sildenafil et dysfonction diastolique. Si tu peux revenir à la plaque. C'était le sildenafil et dysfonction diastolique et tu n'en as pas parlé. Tu as vu ici, donc il y avait c'était sildenafil et dysfonction diastolique, mais tu n'en as pas parlé. Donc, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et sinon, pour le contenu, comme j'ai dit, c'était très bon. C'était bien, mais il y avait un problème de structure pour ce cours. C'était ça mes remarques et mes questions. Tu n'as pas parlé de l'ECMO aussi. Donc, tu as parlé du ballon contre-pulsion, comme quoi c'est plus indiqué en première intention dans l'infarctus du myocarde, mais pour l'ECMO, ça peut avoir une place essentielle, surtout dans en cas de complications mécaniques. Donc, voilà mes remarques et merci, Dr Monawer. Merci beaucoup, professeur Anos. C'est vrai, je vais passer par la première remarque. Donc, pour la définition du post-IDM, normalement, le post-IDM, c'est un IDM qui est vu tardivement, bien hors délai. C'est après 12 heures vascularisé ou non vascularisé. Donc, pour la structure du cours, c'est vrai, c'est un cours qui est très, très difficile. Il comprend plusieurs chapitres. Donc, non seulement à la phase aiguë, mais aussi à la phase chronique. On ne peut pas parler du cours du post-IDM complet dans 1 heure, bien 30 minutes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette disposition comme ça. Donc, pour la dernière remarque, pour le sildenafil, donc c'est une étude qui a été marquée par, c'est un essai qui est SIDAMI, qui a précisé qu'il n'y a pas d'intérêt des sildenafil, qui ne va pas augmenter la pression de remplissage chez les malades en IDM. D'accord. Merci, Dr Monawer. Mais pour moi, c'est essentiel de faire passer le message comme quoi le post-IDM, c'est la gestion après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Donc, on peut tomber sur des patients revascularisés ou non revascularisés. D'accord. Exactement. Merci beaucoup, Assad. Parce que on peut faire passer un message à tort et généralement, on voit les post-IDM qu'on fait rentrer au service. Ça ne veut pas dire que c'est des patients ça inclut uniquement les patients qui n'ont pas été revascularisés, mais tous les patients après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Donc, merci, Dr Monawer. Je passe la parole à Mme Peul. Merci, Dr Monawer. Merci, Dr Aros. Et merci au laboratoire Cooper. Effectivement, c'était
un webinaire bien réussi et il y a eu des remarques qui sont pertinentes, effectivement. Cette question de post-IDM est une question qui est vraiment, comment dirais-je, elle est un peu ambiguë. Cette question, quand on l'avait donnée, nous, pour les gens pour passer l'examen de la professeur assistant, vraiment, c'était des réponses complètement déchiquetées par-ci, par-là. C'est-à-dire, on n'a pas encore de format pour expliquer vraiment le post-IDM. C'est tout ce qui se passe après l'IDM. Tu as parfaitement raison, Salim. Et Monouer, effectivement, quand je t'ai parlé du post-IDM, j'avais insisté effectivement pour que tu parles du post-IDM juste après la phase aiguë. Parce que les questions qu'on avait corrigées, je me souvenais pour les examens, on parlait de post-IDM que 2-3 semaines après. Alors que post-IDM, c'est vraiment à partir, il y a qui disent 12 heures, il y a qui disent 24 heures, mais maintenant tu nous as montré les références pour 12 heures plus tôt. Mais comme j'ai dit, c'est une question assez difficile. Il faut la revoir et la reformuler tout en intégrant ce que vient de dire professeur Arous. Donc, ça ne me reste qu'à vous remercier et à vous souhaiter bonne soirée. Et à demain. Demain, Inch'Allah, on aura le staff avec les oncologues à 8 heures pour que vous vous connectiez. Docteur Amouri va vous expliquer, va vous envoyer. Il y aura en hybride. Et nous, on commencera par la cardiologie à 8 heures et puis après, on leur laissera la parole. À demain. Merci beaucoup, madame. Merci, professeur Arous. Merci, madame. Merci, au revoir. Bonne fin de soirée, merci. À très bientôt, Inch'Allah. Merci, madame Yassine, merci. Merci. Bonne soirée. Bye bye.